Bonjour chers amis, bonjour les membres du Dialogue franco-russe. Nous sommes ici aujourd'hui au Dialogue franco-russe dans une ambiance peu habituelle pour notre association parce qu'il n'y a personne dans cette salle. Nous sommes avec nos intervenants Alain Marceau à ma droite, ancien magistrat, chef du service central de lutte antiterroriste au parquet de Paris dans les années 80, ancien député MP des Français à l'étranger et président du groupe de travail sur la Syrie à l'Assemblée nationale. On a Alexis Poulain, qui est cofondateur du Monde Moderne, entrepreneur dans les secteurs de médias. C'est ça ce qui est intéressant pour nous, parce que justement, l'une des questions que j'ai eues aujourd'hui, est-ce que l'image de la Russie, transmise dans les médias occidentaux, nous empêche d'avancer sur les dossiers très importants, dossiers qui devraient normalement être résolus assez rapidement entre nos pays. Et Bassam Tahan, arabiste, islamologue, politologue franco-syrien, franco-syrien né en Syrie, c'est bien écrit sur mes papiers. Vous êtes l'une des premières personnes en France à enseigner l'arabe à l'école polytechnique. Et là, c'est intéressant justement, ça c'est par rapport à nos dernières discussions en France, par rapport à l'enseignement de l'arabe aussi. Mais aujourd'hui, donc, on va parler des efforts conjoints qui tarde d'être accompli entre la Russie et la France. Avant de préparer cette, on peut dire, émission, cette rencontre, j'ai regardé le discours du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et ces différents discours devant publics variés, notamment en 2019 devant le Conseil de la sécurité de l'ONU, et à Sochi, par exemple, devant les chefs des services spéciaux. Il y a deux remarques à faire, notamment elle parle souvent de la Libye. Et il dit que la Libye risque de devenir la principale base du terrorisme en Afrique du Nord. Elle a dit plusieurs fois, indique dans ses différents discours. Et en ce qui concerne l'idéologie extrémiste qui est partout en ce moment sur Internet, qu'on appelle la guerre d'information, informatique, cyber, ce que vous voulez, tout ça c'est dedans. Et je cite, « Nos partenaires occidentaux préfèrent construire une coopération dans ce domaine dans leur cercle étroit sans avoir le désir de connecter des pays tels que la Russie ou la Chine. » C'est donc un peu de reproches de la part du ministre des Affaires étrangères russe. Notamment, le président français Emmanuel Macron et le président russe, ils se parlent en fait souvent par téléphone. Ils disent que récemment, justement, il faut renforcer nos efforts dans tout ce qui est en matière de lutte contre le terrorisme. Et avant de vous donner la parole, la question est est-ce que ça reste juste sur le papier? En fait, on se parle, les présidents se parlent, on dit que c'est important, effectivement, mais du coup, ça avance pas. Quelle est la vraie raison en fait, de cet empêchement d'avancer entre nos deux pays? Alain Marceau. Monsieur Poutine et Monsieur Macron doivent se téléphoner de temps en temps, ou ils se sont vus à deux reprises en France. Mais je ne suis pas certain qu'à l'occasion de ces discussions, ils aient parlé de terrorisme ou de coopération. On découvre tout simplement récemment, à la suite de l'affaire de Nice, tout simplement parce que l'auteur est un ex-russe, si je puis dire, on voit qu'on se propose de mettre en place une éventuelle coopération qui porterait donc effectivement sur cet aspect très particulier. Mais je ne suis pas certain que jusqu'ici se soit passé grand-chose. Monsieur Narishkin, le patron des services de renseignement extérieur que j'ai rencontré à Moscou, certes, il n'était pas tout à fait dans cette fonction, et monsieur Aimier, le patron de la direction générale de la sécurité extérieure, que j'ai rencontré à Paris, auquel j'ai proposé de prendre langue avec monsieur Narishkin, je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ils se parlent véritablement, tout simplement parce que la partie française n'a certainement pas donné le feu vert pour que l'on puisse aborder ces sujets. Alors bien sûr, avec les nouveaux événements, on peut toujours espérer que la lumière va jaillir et que ce désir de coopération, plutôt cette nécessité de coopération viendra. Mais jusqu'ici, il faut bien savoir que la coopération déjà intra-européenne, je dis bien intra-européenne, entre pays du même cercle, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, etc.,
ne fonctionne pas de manière très extraordinaire. Et on le voit bien d'ailleurs, mais regardez dans l'affaire de Vienne récemment, malgré la mise en garde qui a été donnée par un pays voisin concernant l'attitude de l'assassin, personne n'a bougé. Ça veut dire que déjà l'information ne fonctionne pas, les contacts ne fonctionnent pas de manière très optimum, et aujourd'hui, je crois qu'on en est encore à l'embryon de coopération internationale au niveau européen. Alors vous imaginez avec la Russie. Moi, je ne suis pas optimiste, je vous dis tranquillement, je ne suis pas optimiste, et je pense qu'une fois passée cette affaire niçoise, lorsque l'affaire sera oubliée, c'est-à-dire dans 3 jours ou dans 3 semaines, et puis on passera à autre chose et on ne pensera plus à la coopération franco-russe. Sur la coopération, oui, il y a une accélération là de fait, parce qu'il y a ce jeune Tchétchène qui a décapité Samuel Paty, le professeur de Conflans-Sainte-Honorine, mais il est arrivé en France à 6 ans, donc il est davantage français quasiment, puisqu'il avait 18 ans au moment où il a tué le professeur, plus que Tchétchène. Donc là il y a un premier problème. Nice, c'était un jeune Tunisien, il me semble, qui est passé à l'acte. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, les attaques, c'était Vienne la semaine dernière, les attaques se succèdent, se multiplient, avec différents modes opératoires, le couteau pour certains, la voiture bélier, l'arme lourde, c'était à Vienne, on a revu les kalachnikovs dans les rues de nos villes européennes. Et c'est vrai que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, elle a du mal à avancer déjà au niveau européen, parce que Schengen fait que l'Europe est une passoire en termes de frontières, et que les pays frontières, ceux qui avaient à faire frontière pour les autres, ont sonné l'alarme il y a bien longtemps. L'Italie, la Hongrie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, tous savent le prix à payer et la difficulté de gérer les frontières européennes. Mais on a vu une désorganisation volontaire des différents leaders européens qui ont toujours eu des discours pour dire qu'on allait aider, qu'on allait faire des choses vis-à-vis des pays qui avaient besoin d'aide, notamment l'Italie. Et puis en réalité, très vite, on voit que c'est du chacun pour soi. Et on le paye très cher aujourd'hui, et ça va ne faire qu'empirer. Et puis il y a un autre problème pour ce qui est de la coopération, c'est une certaine organisation atlantiste avec l'OTAN qui pose question. La Turquie dans l'OTAN, ça pose question. Aujourd'hui, Erdogan joue un double jeu. Et malgré tout, il reste un partenaire de l'OTAN. Et on voit bien que, là encore, à Bruxelles, il y a un alignement pro-américain qui fait que les Russes sont considérés comme des ennemis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, maintenant, on a cette russophobie encore au cœur de l'Europe, alors qu'on ne pourra pas assurer la sécurité européenne sans les partenaires russes. Mais malheureusement, vous avez aujourd'hui à Bruxelles des gens qui sont convaincus que les Russes sont des ennemis, alors que ce sont nos voisins, alors qu'il y a des accords, il y a des partenariats économiques évidents, il y a l'énergie aussi, qui est un secteur extrêmement important au-delà de la lutte contre le terrorisme, mais il y a un aveuglement idéologique, je crois, consubstantiel à la construction européenne, et qui est un anachronisme et qui a bien du mal à bouger. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait une coopération, ne serait-ce qu'au niveau sécuritaire, entre la France et la Russie. Pourquoi ? Vous avez parlé de la Libye, des déclarations russes au sujet de la Libye. Mais aujourd'hui, le vrai sanctuaire des terroristes, c'est pas la Libye, c'est Idlib en Syrie. Pourquoi ? Il suffit de voir, chaque fois qu'il y a un attentat, on découvre que celui qui a commis l'attentat avait un lien, une antenne avec la Syrie. Pas la Syrie, évidemment, d'Assad. Juste la zone d'Idlib, où il y a à peu près 70 000 terroristes, qu'on garde au chaud, qu'on utilise comme mercenaires un peu partout. Justement, on les a envoyés en Libye. Aujourd'hui, on les envoie au Karabakh. Demain, ou déjà, on les a envoyés en France. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, où est l'intérêt, justement, de cette coopération franco-russe ? C'est que pour prendre le chemin de Damas, aujourd'hui, c'est compliqué. Je vais peut-être m'étendre, vous me permettez. C'est que c'est nécessaire parce que la Russie est à Idlib avec les Turcs. La Russie a des accords militaires de coopération avec la Syrie depuis des décennies. Donc,
Si la France de Macron a des problèmes d'établir des ponts avec Damas, la Russie peut l'aider justement, parce qu'elle est sur place, parce qu'elle connaît les responsables. Et aujourd'hui, pour les Français, prendre le chemin de Damas, si c'est compliqué pour eux à cause d'un orgueil, au moins en passant par la Russie, ça peut résoudre le problème. Alors, quel est le problème franco-syrien? C'est que le gouvernement de Hollande, avec Fabius de l'époque, a commis des erreurs énormes en Syrie. Le problème aujourd'hui, c'est que Macron, au départ, a dit qu'il était positif vis-à-vis d'Assad. Il a dit qu'on me trouve quelqu'un de plus légitime qu'Assad. Puis il a fait marche arrière. Pourquoi? Parce qu'il a hérité des experts de la période Hollande. Et là, où est le problème? Je vous dirai en 2 mots, le problème, c'est que Le Drian, qui a été ministre à l'époque de Hollande, est toujours ministre des Affaires étrangères. Alors, soit le président Macron demande à Le Drian de mettre un peu d'eau dans son vin, ou alors il faut carrément que Le Drian quitte son ministère. Sinon, on ne peut pas résoudre le problème du terrorisme. Résoudre le problème du terrorisme aujourd'hui passe par le nettoyage d'Idlib en Syrie. Et là, la Russie est bien placée parce que nous, de plus en plus, on s'entend mal avec les Turcs. Alors que, je vous rappelle, au début de la crise syrienne, chaque fois qu'un responsable français rentrait d'Istanbul ou d'Ankara, qu'est-ce qu'il disait? Il y a une coïncidence de vue extraordinaire entre nous et les Turcs. À quoi ça a rimé, cette coïncidence? À ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les Turcs sont nos ennemis, ils traitent notre président de malade mental. Enfin, tout ça, franchement, je ne comprends pas comment la France encore ne va pas plus loin dans sa coopération, non seulement sécuritaire, mais dans d'autres, par exemple pour le domaine de l'agroalimentaire, avec toutes ces sanctions contre la Russie, on détruit l'agroalimentaire français. On perd des contrats à cause de tout cela. Voilà, j'étais trop lent, mais je reviendrai. À mon sens, pour résumer en un mot, il faut que la France change de politique vis-à-vis de la Syrie. Tourner la page, être pragmatique, faire, comme on appelle, la réelle politique, et dire il faut négocier avec Damas. Sinon, comment vous allez éliminer les 70 000 terroristes d'Idlib que Erdogan utilise à tout bout de champ et un peu partout dans le monde? Merci. La France n'essaierait pas d'ouvrir la porte de Damas, tout simplement parce que la diplomatie française y est strictement opposée. La diplomatie française, celle de M. Le Drian. Je vais vous rappeler qu'il y a 4 ans de cela, j'ai eu l'occasion de montrer à la tribune de l'Assemblée nationale un certain nombre de photos concernant de l'armement français, je dis bien de l'armement français, il s'agissait de fusils FAMAS français. Entre nous soit dit, ces photos m'avaient été remises par des amis russes. Ces armes étaient aux mains du groupe Al-Nosra. Et le groupe Al-Nosra avait reçu ces armes de la France, par des biais bien évidemment indirects. J'avais donc montré cette photo à la tribune de l'Assemblée. M. Le Drian était en face de moi. Immédiatement, les huissiers m'ont sauté dessus pour m'empêcher de les montrer. C'est vrai que c'est interdit. Je parle sous le contrôle de Thierry Mariani. C'est interdit de montrer les photos à la tribune de l'Assemblée nationale. Je l'ignorais un tout petit peu, mais peu importe. Et bien évidemment, on a nié avoir fourni cet armement. Aujourd'hui, la France est dans une position par rapport à la Syrie qui fait qu'elle n'évoluera pas, mais tout simplement parce que le politiquement correct fait que le régime syrien est tout à fait infréquentable. Mais peut-être à juste titre de moral, moi je fais partie des gens qui ont lutté contre les activités terroristes syriennes à une certaine époque, ça remonte à 20 ans. Et peut-être que aujourd'hui, les plaies ne sont pas totalement fermées. Mais c'est vrai que si nous n'avons pas cette coopération en matière de terrorisme avec les Syriens et bien sûr avec les Russes, nous n'avancerons pas sur les groupes intégristes qui sont actuellement en Syrie. Mais voyez-vous, moi je crois que
aujourd'hui, on est un peu perdu. L'opinion publique française est perdue. Et avant d'engager une coopération avec la Russie, il faudrait déjà qu'on se mette au clair en Europe, mais surtout en France. Je vous rappelle qu'en 2017, au mois de février 2017, nous avons M. Macron, qui n'était pas encore président de la République, mais qui allait le devenir, qui a déclaré devant la télévision algérienne, la France, dans le colonialisme, a commis ici, sur ces terres, un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité, c'est-à-dire que ça voulait dire que les militaires qui ont été engagés en Algérie étaient l'équivalent des nazis qui ont commis les exactions que l'on connaît. Premier point. Donc, je me mets à la place du jeune Algérien qui est en Algérie ou qui vit en France, immigré en France, même de deuxième génération. Il doit au moins se poser la question du phénomène de la vengeance. Il a peut-être que la France doit rendre des comptes à ces gens-là. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs régulièrement. Ce n'est pas tout. Il y a 5 jours de cela, nous avons là l'ambassadeur de France en Suède, M. de Gonneville, je crois, qui déclare que la France est une terre musulmane. Alors là, on ne comprend plus. Mais je me mets aussi à la place du même musulman, de ce musulman auquel on a dit que le pays avait commis des crimes contre l'humanité dans son pays, contre son pays, son ancien pays, son pays d'origine, et puis maintenant que la France est devenue une terre musulmane. Mais il y a de quoi être déboussolé. Et on s'étonne effectivement d'avoir sur notre territoire des individus isolés qui utilisent l'arme que l'on connaît, qui n'est pas forcément la Kalachnikov, arme russe, mais qui est tout simplement le couteau, qui commettent les actes qui ont été commis à Nice et d'autres récemment. Mais ça va plus loin que ça. Ce matin, M. Le Drian, pour ne pas le nommer, qui était sur les ondes, a déclaré que l'immigration n'était certainement pas un problème en matière de terrorisme. J'avais cru comprendre qu'effectivement, nous avions vu l'autre jour le Tunisien de Nice débarquer à Bari en Italie, arriver rapidement à Nice, aller devant la cathédrale et trucider 4 citoyens français. Il en était de même sur un certain nombre, sur les 50 attentats terroristes qui ont eu lieu depuis 2015, il y a une très bonne rubrique dans le Figaro d'aujourd'hui d'ailleurs, au demeurant, 50% des gens qui ont commis ces actes de terrorisme graves, qui vont à l'assassinat ou les blessures graves, sont des gens qui sont issus de l'immigration, soit directement, soit indirectement, en situation irrégulière, réfugiés, etc. Donc je veux dire qu'aujourd'hui en France, on raconte un peu n'importe quoi lorsqu'on est au pouvoir. Alors c'est sûr qu'on est très très fort pour mettre en place des mesures coercitives en matière de Covid. Ça, on va effectivement vouloir museler tous les concitoyens de manière extrêmement coercitive. Par contre, sur le terrorisme, eh bien, la France est un pays de terre ouverte. C'est l'Europe qui est en réalité ouverte. Vous avez fait référence tout à l'heure à Schengen. Schengen aujourd'hui, c'est la passoire, c'est l'Europe ouverte à tous les vents, je dis bien à tous les vents. Je vous rappelle d'ailleurs que parmi les terroristes qui sont venus frapper en France, mais aussi en Europe, il y a des Pakistanais, il y a des Indiens islamistes, il y a des Malaisiens. On a absolument toutes les catégories de personnes islamisées dangereusement qui peuvent débarquer sur n'importe quel coin du territoire français et du territoire européen. Il faut bien savoir la réalité, il faut quand même l'expliquer quand même à nos compatriotes, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un étranger a mis le pied sur le territoire national français, il ne repartira que s'il le veut. Et qu'on ne nous raconte pas qu'on va expulser 250 djihadistes, fichés S, etc., étrangers, parce qu'on ne le peut pas. Parce que tout simplement, lorsqu'on s'adresse, par exemple, au régime algérien, Monsieur le Président de la République algérienne, je voudrais vous renvoyer un terroriste algérien qui a commis des faits. Ah non, non, non. Je ne prends pas, c'est le vôtre, c'est vous. L'autre jour, nous avons été amenés à raccompagner un individu, un Algérien condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Il sortait de la cour, il avait purgé sa peine, les 7 ans, et exceptionnellement, les Algériens accordent un sauve-conduit. On met donc le type dans l'avion avec des policiers, mais là, on arrive à Alger, et là, les Algériens disent non, excusez-nous, c'est une erreur administrative. Jamais on aurait dû accorder le sauf-conduit. Vous le ramenez chez vous, d'ailleurs, et maintenant, il est de culture française. C'est ainsi que nous voulons gérer les choses. Alors, moi, je veux bien que l'on mette en place une coopération. Mais avec qui ? Avec les pays européens. Ça peut toujours permettre de bricoler sur un coin de table. Mais effectivement, peut-être qu'il faudrait en arriver maintenant à la question la plus importante, ce qu'on a pu appeler à une autre période le renversement d'alliance.
Et le renversement d'alias, ça consiste à aller chercher véritablement des alliés dont nous avons besoin, qui peuvent effectivement nous aider dans le domaine du terrorisme. On pense effectivement à la Russie, et plus à la Russie, je veux dire, qu'à l'Allemagne. Parce que je vous rappelle quand même qu'après l'affaire de Nice, puisqu'il s'agissait d'islamistes, M. Erdogan a pris la position qu'il a prise, accusant la France dans des conditions extrêmement sévères, et insultant d'ailleurs le président de la République française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Madame Merkel a été absente. Madame Merkel, je ne dirais pas qu'elle a pris le parti de M. Erdogan, mais tout juste, il n'était plus question d'envisager de la coopération en matière de terrorisme. Et je comprends, parce que la pauvre Madame Merkel, qu'est-ce que vous voulez, elle a accueilli tellement de Turcs sur son territoire qu'aujourd'hui, elle a pieds et moins liés en face de M. Erdogan. M. Erdogan, aujourd'hui, il pourrait presque être le vice-chancelier de l'Allemagne fédérale. Alors c'est vrai qu'il nous faut, nous, chercher d'autres alliés. Et moi, ça fait longtemps, avec beaucoup d'autres amis, et Dieu sait que Thierry Mariani m'a amené souvent en Russie pour rencontrer les responsables dans tous ces domaines, dans le domaine de la sécurité. Eh bien, il serait temps peut-être qu'on discute sérieusement avec la Russie. Mais qui est-ce qui le veut en France ? Je veux dire, peut-être en dehors de nous, qui est-ce qui le veut véritablement en France ? Et je suis inquiet. C'est vraiment un problème de fond idéologique, parce qu'on parle souvent du moteur franco-allemand, mais c'est quelque chose qui, de fait, n'existe pas. Le moteur franco-allemand, quand l'Allemagne va bien, la France va mal. Quand la France va bien, l'Allemagne va mal. Et de toute façon, nos intérêts divergent, à peu près sur tout. Que ce soit le commerce extérieur, que ce soit la politique étrangère, que ce soit l'accueil ou pas de populations immigrées pour l'économie, la démographie. Enfin, on a deux pays qu'on force à coopérer parce qu'on veut éviter encore une guerre entre ces pays, mais on a changé d'époque, on a changé d'ère. Aujourd'hui, la construction européenne souffre de cette idéologie atlantiste où l'Allemagne est pieds et poings liés avec les intérêts américains. Enfin, il faut rappeler quand même la pression que fait les États-Unis pour que l'Allemagne accepte le gaz de schiste et fasse tout pour faire échouer Nord Stream et que surtout l'Allemagne ne se mette pas à acheter du gaz russe, malgré le rapport logique en fait, qui serait d'acheter au plus proche. Ne serait-ce que pour le climat, puisqu'on se vante de vouloir en Europe avoir les meilleurs objectifs climatiques. Donc tout ça fait que la coopération, elle est sur le papier et elle n'avance pas. Et sur ce qui est de la politique moyen-orientale de la France, c'est un fiasco depuis des dizaines d'années. Là où la France avait une voix particulière, et ça avait été encore un peu sauvé par Chirac dans le monde arabo-musulman, parce qu'on avait une vue particulière sur le problème palestinien, parce qu'on n'avait aussi pas forcément un alignement atlantiste comme ça a été le cas, tout ça a été laminé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il a décidé d'intervenir en Libye. Libye, fiasco total, changement de régime. Les changements de régime, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on a quoi ? On a encore des gens qui sont dans cette logique, qui refusent de travailler avec Bachar el-Assad. Alors Bachar el-Assad a beaucoup de défauts, ça, il n'y a aucun problème. Mais on ne peut pas écourir un changement de régime et lutter contre le terrorisme en même temps. Aujourd'hui, il faut trouver des alliés. Et je suis désolé, à l'époque, les alliés, eh bien, c'était Kadhafi en Libye, un ennemi farouche des terroristes. C'était Bachar en Syrie aussi, ça l'est toujours. Et regardez, ça ne gêne pas Macron de parler au Hezbollah quand il va au Liban pour la reconstruction. Donc pourquoi ça gênerait aujourd'hui de faire les premiers pas et de travailler en intelligence avec les alliés objectifs contre les terroristes islamistes, qui savent où ils sont, qui savent comment travailler sur le terrain, qui savent comment les débusquer. Le problème, c'est que vous avez des gens planqués à Bruxelles qui vont vous dire « Non, mais Idlib, c'est des civils, mon Dieu, vous allez les bombarder, quelle honte ! Vous vous rendez compte de ce que vous faites ? Vous allez tuer des civils !» Exactement comme quand la France a soutenu des rebelles modérés, Al-Nosra, au tout début de la Syrie, qui étaient de dangereux islamistes. On les a armés, ces gens-là. La France de Manuel Valls, de François Hollande, a armé des islamistes. Mais quand vous dites ça, oh mon Dieu, c'est à l'Assemblée ou dans n'importe quel cénacle, faut surtout pas en parler. Ce fiasco total, il est de notre fait, de notre responsabilité. Et aujourd'hui, personne ne veut mettre les moyens pour réparer les dégâts et surtout se rendre compte qu'on ne gérera pas ce problème du terrorisme sur le territoire européen sans régler le problème sur l'autre rive de la Méditerranée. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes sur lesquelles il faudrait revenir. D'abord, est-ce que la Syrie est fréquentable ou pas ? Moi, je vous dirais, si les Russes la fréquentent, c'est qu'elle est fréquentable. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne ferait pas comme les Russes. Alors, vous me dites, oui, mais vous voyez, il y a eu 1 demi-million de morts à cause du boucher de Damas. Je crois qu'il y a des bouchers ailleurs qu'à Damas. Et là, on le découvre. Comme moi, je disais que les bouchers se trouvaient ailleurs, à Ankara,
ou à Paris, oui, j'ai pas honte de le dire. Hein, il y a bien des gens qui ont soutenu, des responsables français, qui ont dit que Al-Nusra faisait du bon boulot. J'étais le premier à le signaler après l'avoir entendu sur BFM. Puis maintenant, on ne voit plus cette vidéo. C'est normal dans les médias français. Quand une vidéo gêne, on la supprime ou parfois on exclut, n'est-ce pas, les vrais experts. C'est à mourir de rire. Donc, sur ce point, je crois que ça, c'est se cacher, se voiler la face, dire que c'est pas fréquentable. Je ne vois pas. Vous fréquentez bien Erdogan, hein, vous l'avez fréquenté pendant des années, vous lui avez donné des armes. Alain Marceau a parlé de fusils d'assaut, mais oui, le Hamas, mais il y avait des missiles qu'on a retrouvés. Hein, une fois qu'Alep a été libéré. D'ailleurs, à l'époque, les médias français disaient « Mais comment on peut parler de la libération d'Alep ?» Mais bien sûr qu'Alep a été libéré. Il y avait des islamistes qui tenaient les Alepins en otage, et heureusement hein, que la Russie est intervenue. D'ailleurs, là, on peut s'interroger. En 2013, la coalition internationale était intervenue pour liquider Daesh et les islamistes. Mais elle n'a rien fait. Hein. Il a fallu attendre 2015 que Poutine intervienne. D'ailleurs, en Syrie, on aime beaucoup Poutine. On l'appelle l'oncle Poutine. Voilà. Alors, l'oncle Poutine, heureusement qu'il était là, hein, et qu'il a envoyé des missiles, qu'il a empêché les islamistes. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on pleure sur le Liban. Mais si l'armée syrienne et le peuple syrien et le Hezbollah et la Russie ne s'étaient pas opposés à ces islamistes, hein, que serait devenu le Liban aujourd'hui? Rien. Hein, rien. Ils étaient sur l'anti-Liban, ils occupaient toute la montagne. Heureusement qu'il y a eu cela. Et nous, on continue à dire, nous sommes les amis des Libanais. Hein. François Ier, les capitulations. Ben, qu'est-ce qu'on attend maintenant pour obtenir de la Turquie quelque chose qui ressemble aux capitulations? Vous avez parlé d'arabe. Il y a 30 ans, vous pouvez voir dans le monde, j'avais tiré la sonnette d'alarme, je leur ai dit, ou vous enseignez l'arabe dans nos institutions laïques, ou les associations vont vous former des poseurs de bombes. Ah. Moi, j'étais sur le terrain. À l'époque, j'étais ni à Henri IV, ni à Louis-le-Grand, ni à l'école polytechnique. J'étais à Aulnay-sous-Bois, à Chelles-les-Coudreaux, dans les banlieues, et j'ai vu monter, n'est-ce pas, la propagande islamiste. Et comment on nous travaillait de l'intérieur. Comment les langues et cultures d'origine, on nous envoyait des imams hein, qui enseignaient le Coran. Hein. C'était des cours de catéchisme au moment où ni un rabbin ni un curé n'avaient le droit d'aller dans le primaire. Hein? Et c'est tout à fait normal, on est dans une république laïque. Il a fallu un article dans Le Monde avec une photocopie des accords bilatéraux avec ces pays, où il y avait 4 heures d'enseignement catéchisme musulman. On ne l'a pas mis dans Le Monde. Hein? Mais on s'en est rendu compte. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans? Pas grand-chose. Chaque fois qu'on allait au ministère, on nous disait « Nous, on saura juguler, vous exagérez, vous autres, les profs d'arabe, vous voyez du mal partout. » Mais les profs d'arabe sont les premiers à avoir défendu un islam de lumière. C'est pas... Et vous avez laissé les associations sur lesquelles vous n'avez aucun droit de regard. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Non, il est temps. Maintenant... En parlant de Suède, cher ami, vous savez très bien que dans l'idéologie des frères musulmans de Hassan el-Banna, il est dit clairement qu'il faut islamiser le monde. Et plus vous écoutez les médias arabes, qu'est-ce qu'on entend dans ces médias arabes? La France sera musulmane. Après l'intervention de notre président Macron, je me suis amusé à voir dans les médias qu'est-ce qu'on disait.
tout le monde répétait, la France sera musulmane, l'Europe sera musulmane. Et il y a un danger. Quand on apprend qu'il y a 300 imams turcs qui sont là importés et qui enseignent ce qu'ils veulent, et quand on continue à avoir des relations avec Erdogan, je vais vous dire pourquoi Erdogan est si impoli. Parce qu'il il connaît beaucoup de choses sur la guerre de Syrie et sur le rôle des services secrets, français, anglais, américains. Vous voyez, c'est pour cela que peut-être on a peur de le contredire. Encore une fois, je le dis clairement, où M. Macron, notre président, demande à Le Drian de mettre de l'eau dans son vin, encore une fois, où il faut trouver un... Comment s'appelle notre ministre de l'Intérieur ? Darmanin. Il faut trouver un Darmanin pour les affaires étrangères. Sur Erdogan, pourquoi aussi il est aussi insolent? C'est que l'Europe a sous-traité la crise migratoire à la Turquie. Il sait très bien qu'il fait ce qu'il veut, parce que du moment où on va commencer à se lever, il ouvre la frontière. Il dit maintenant c'est plus mon problème. Là pour le moment il prend les milliards, il prend les milliards d'euros et il fait ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire sous-traiter la crise migratoire. Point. Mais et les Européens le savent très bien. Donc il est en position de force à peu près sur tous les tableaux. Justement, si on revient vers la Russie, on oublie souvent, on a parlé sur les plateaux télé récemment, on parle de la civilisation, que c'est un comment civilisationnel, effectivement, et la Russie, là, c'est un pays qui devrait être proche. Il ne faut pas oublier la chose assez importante, à mon avis, c'est que en Russie, la religion musulmane, c'est la deuxième religion. Il y a beaucoup de musulmans en Russie. Effectivement, quand Jean-Pierre Chevènement s'est rendu en Russie à Kazan, à la capitale du Tatarstan, c'est là où apparemment il était étonné par comment les Russes d'une religion chrétienne et les Russes tatars, ce que vous voulez, d'une origine musulmane, vivent ensemble. Ça, c'est justement ce qu'on appelle vivre ensemble et pas en face, comme disait l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est aussi l'expérience qu'on pourrait partager avec la Russie, mais comment faire si l'Europe continue les sanctions ? Puisque les sanctions ont été prolongées. Là, les élections américaines, je ne sais même pas ce qui se passe actuellement, qui gagne finalement, Trump ou Biden, mais on se dit, entre le cercle franco-russe, se dit que finalement, rien ne va changer parce que les conseillers restent les mêmes et la politique extérieure va rester plus ou moins la même. Quel est votre avis par rapport au futur président américain? Comment ça va dans deux cas d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez les dernières nouvelles, c'est pas encore... C'était vraiment... c'est le show démocratique, comme on dit, le vrai show a commencé. Comment... Et l'Europe dans tout ça? Vous êtes souvent à Bruxelles, ça ne change pas, ça fait des années, ça ne change pas. Le dialogue franco-russe existe depuis 16 ans. On est là, mais quand on attend ce sursaut, parce que les Russes et les Français sont proches, ils veulent communiquer, ils veulent coopérer ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que le président français doit faire? Est-ce que c'est l'état profond, the deep state, comme disent les Américains? Un livre que j'ai relu et que j'aime bien, c'est le choc des civilisations de Samuel Huntington, qui date des années, je crois, 96, où effectivement il sépare la planète en globalement sept civilisations différentes, etc. Et il met le monde slave en dehors du monde européen, occidental européen. Et je crois qu'effectivement, l'évolution, elle doit se situer à ce niveau-là. Qu'est-ce qui nous sépare effectivement aujourd'hui, nous, Européens? Continent fatigué, continent usé, continent sans véritablement capable d'utiliser des ressorts pour subsister. Bon, la crise actuelle montre comment tout cela est fragile. Mais il est peut-être temps, effectivement, de se tourner vers ce que j'appelle le monde slave. Alors, le monde slave, chez cet auteur, c'est la Russie, mais c'est aussi la Pologne, la Tchécoslovaquie, ça vient aux rives de l'Europe. Il est temps, effectivement, peut-être d'envisager, alors, mais c'est un rêve, et peut-être que les députés européens ne seraient pas d'accord avec ce que j'ai dit, d'élargir très largement l'Europe. On peut être pour ou contre l'élargissement, mais il y a des fois un besoin d'élargissement, mais intelligent.
faire en sorte de rejoindre ceux qui nous rassemblent, nous ressemblent, et faire en sorte surtout que ceux qui nous ressemblent acceptent de venir nous rejoindre. Ce qui n'est pas certain, parce qu'effectivement, je me demande ce que M. Poutine aujourd'hui aurait pour intérêt de venir subir les fourches codines de l'administration de Bruxelles, qui forcément interviendra en matière de droits de l'homme, mal compris, en matière économique ou autre. Alors vous dites que les sanctions persistent. Les sanctions persistent et plus personne ne sait exactement pourquoi les sanctions persistent aujourd'hui. Bon, on est sur l'affaire ukrainienne, on pensait qu'on avait tiré un trait là-dessus, il y a un nouveau gouvernement ukrainien, mais les sanctions persistent. Et je ne sais plus à l'initiative de qui. Et je ne sais plus qui doit prendre l'initiative pour les lever ou proposer qu'elles soient levées. Il est vraisemblable que si la France prenait une telle initiative, on aurait immédiatement la Pologne et quelques autres pays de l'Est européen qui s'y opposeraient. Et donc je crois que l'affaire n'irait plus loin. Et ils ont la capacité de s'y opposer. Mais on ne sait plus pourquoi il y a des sanctions. Alors, je regardais une chose, on me racontait en Russie récemment. Regardez, vous avez mis des sanctions contre nous, ben nous on a mis des sanctions agricoles contre vous. On n'importe plus de produits européens, notamment on n'importe plus de produits français et italiens, de fromage français et italien. Et bien regardez ce qu'on a fait. Et ben, on a fabriqué des camemberts, ils sont aussi bons que les vôtres, on a fabriqué de la mozzarella aussi bonne que les vôtres, etc. Donc il serait temps que quelqu'un puisse prendre cette initiative très forte de la levée des sanctions. Vous parlez de la nouvelle administration américaine. Moi, je ne sais pas si elle sera Trump ou si elle sera Biden. À première vue, c'est plutôt parti sur Biden. Et ça m'étonnerait que la diplomatie américaine évolue beaucoup en ce sens et ait envie de donner un coup de main, donner une aide, venir en aide, si toutefois c'est une aide, au profit de la Russie et de la Russie de M. Poutine. Alors, ça ne m'étonne pas quand j'entends dans la rue, ici en France, de nombreux concitoyens, qui ne connaissent pas la Russie d'ailleurs au demeurant, mais qui en ont marre du chaos, qui en ont marre de cette coexistence avec la délinquance, etc., qui ah là là, quand est-ce qu'on aura un Poutine? Eh bien, apparemment, M. Macron n'est pas encore Poutine. Moi, je crois que l'erreur de la France, c'est d'avoir adhéré à l'OTAN. Et ça remonte à Sarkozy. Et honnêtement, c'est un contresens. Oui, le retour, bien sûr. C'est un contresens parce que, est-ce que vraiment, nous, en tant que Français, puissance nucléaire, on a besoin de l'OTAN pour se défendre? J'ai discuté, j'étais prof à l'école de guerre sur la géopolitique de l'islam dans le monde en 2003, 2004, 2005. Et j'avais eu des discussions avec des généraux, ils me disaient, c'est vrai que la France peut se défendre, et là, le nucléaire, elle n'a pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce marché de dupes de l'OTAN, qui noircit l'image de la Russie? L'OTAN a été créée contre l'URSS. L'URSS n'existe plus. Hein? Alors, je ne vois pas pourquoi la France, récemment, il y a quelques années, a envoyé des forces militaires en Pologne et ailleurs face à la Russie, alors que ce n'était pas prévu dans les accords. Vous voyez, je crois, mais ça c'est encore passant. Mais ce qui est très grave, c'est quand, vous parliez des élections américaines, c'est quand par un coup de fil entre Trump et Erdogan, Erdogan a conquis, est entré en Syrie sur une profondeur de 30 kilomètres, sans avertir ni Macron, ni l'OTAN, ni rien du tout. Mais enfin, qu'est-ce que c'est alors? On est membre de l'OTAN. Là, franchement, j'applaudis le président Macron, bien que je ne sois pas d'accord avec lui dans mes vidéos, qui ont été supprimées d'ailleurs. Je ne sais pas pour quelle raison, on me l'expliquera un jour. Quand il a dit que l'OTAN a un cerveau paralysé ou un truc dans ce goût-là. Donc, voilà, c'est cérébral. Oui, non, mais c'est-à-dire, c'est quand même grossier que Erdogan puisse envoyer 80 000 soldats qui occupent le nord de la Syrie, sans demander l'OTAN, sans avertir ses alliés dans l'OTAN, en s'attaquant à des gens que nous, les Français, nous soutenons en Syrie. D'ailleurs, on soutient qui? Aujourd'hui, on ne sait plus. On soutient les islamistes, qui sont bons en Syrie, mais qui sont mauvais en Afrique. C'était l'équilibrisme de Fabius, ça, à une époque. Et on n'a pas honte dans les médias
de nous montrer ça. Mais on prend les Français pour des veaux, hein, de dire, voilà, nous, l'AQMI, on lutte contre l'AQMI, mais en Syrie, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il faut que la France quitte l'OTAN. C'est un contresens. Il faut que l'Europe ait sa propre force de défense. Je l'ai toujours enseigné, moi. Chaque fois, il y a eu un projet franco-allemand de former un noyau. Tout de suite, les États-Unis s'y sont opposés. Je crois que compter sur l'OTAN et les États-Unis pour la défense de l'Europe est une erreur. Hein. Les Américains ont bien montré qu'ils n'avaient rien à faire de l'Europe. Cette guerre économique qu'ils nous mènent, hein, contre l'euro, pour le dollar, est la meilleure preuve. Moi, je suis pour dire que la Russie fait partie de l'Europe. Elle a 25% de son territoire géographiquement en Europe. Historiquement, il y a eu Pierre le Grand qui est passé là. Pendant 2 siècles, les Russes ont parlé français, l'élite. Vous voyez, la coopération avec la Russie ne doit pas être simplement comment on appelle ça, le forum du Trianon, pas du tout. Il faut qu'il y ait une coopération scientifique. Les sciences russes aujourd'hui n'ont rien à envier à nos recherches. Hein. Vous voyez, dans l'armement, je suis désolé, hein, si l'Amérique, tout au début de la guerre de la Syrie, n'a pas osé intervenir, c'est qu'elle a eu 2 missiles, hein, interceptés par les Russes. Ça, on ne le dit pas assez. Hein. Mais dès le début, ils ont testé et les Russes ont répondu. Vous allez me dire, Monsieur Tahan, vous racontez là, c'est des histoires de complotistes. Ouais. Quand je contredis la doxa, je suis complotiste. Amen. Moi, je pense qu'il y a 2 problèmes. Un, c'est l'OTAN, et c'est vrai. Et il n'est pas en mort cérébrale. C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des pays frontières, par exemple les pays baltes, qui dépendent complètement de l'OTAN, qui est entièrement tournée pour faire un bouclier contre une potentielle menace russe héritée de l'URSS, alors que le monde a changé. Mais vous allez dans les pays baltes, ils sont obsédés par une menace d'invasion russe. Et vous avez les opérations Saber Strike dans la Baltique et autour, avec des troupes françaises aussi qui sont là. Et puis, les Américains qui débarquent à Brest et qui font passer 400 tonnes de matériel militaire par le territoire français, allemand, etc. Et pas oublier que l'Allemagne, aujourd'hui, et depuis toujours, c'est une base arrière des États-Unis en Europe, et pas autre chose. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par un journaliste qui a pété un câble, excusez-moi de l'expression, mais vraiment ça, qui a rappelé aux Allemands qui critiquaient la démocratie américaine en disant « Mais vous êtes qui, vous ? On est venu vous libérer 2 fois, on vous a battu 2 fois, on a reconstruit la civilisation chez vous, alors taisez-vous maintenant. » Donc les États-Unis traitent très mal les Allemands. Comme des sous-fifres. Quand Jean-Claude Juncker quitte la présidence de la Commission européenne, sa dernière geste, c'est d'aller à Washington pour sauver les voitures allemandes, en disant surtout ne mettez pas de taxes pour les voitures de Madame Merkel. Et c'est tout ce qu'il fait. Et toute l'Europe est liée à cette domination américaine. On est des marches, hein, finalement, de l'Empire américain. Et on décide de l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie aujourd'hui pour construire une défense européenne. C'est le serpent de mer qui est sans arrêt remis sur la table. Mais regardez, quand les Belges achètent des avions de combat, ils achètent des avions américains. Voilà. Donc c'est vite vu. Et puis, oui. Vous savez, dans la guerre du Canal, en 1956, l'Angleterre et la France ont compris qu'ils étaient des pays secondaires, qu'ils ne pesaient plus. Notre erreur à nous, Français, aujourd'hui, dans cette guerre du Proche-Orient, notre implication dans le massacre des Yéménites, c'est honteux de continuer à vendre des armes à un peuple pauvre. C'est exactement pareil. C'est l'orgueil. Oui, justement, l'orgueil. Oui, l'orgueil socialiste. Hollande me fait penser à, comment s'appelait l'instituteur, Guy Mollet, des années 56. Il a cru qu'il était grande puissance, hein, et il a pris une baffe. Les États-Unis n'ont pas volé à son secours. On a répété un scénario de la guerre de 56 du Canal pour être piétiné et perdre notre
dignité, notre respect. Aujourd'hui, la France, dans le monde arabe, ne bénéficie d'aucun crédit. On avait un grand capital de sympathie avec De Gaulle et Chirac. Aujourd'hui, zéro. Et permettez-moi là de dire encore, je vais m'attaquer aux experts de Macron, que je ne connais pas. Vous vous souvenez du discours de Macron au Conseil, à l'Assemblée, n'est-ce pas, où il a dit qu'il avait écouté Bana. Vous vous souvenez de ce nom Bana, la petite fille d'Alep, qui était le porte-parole de Daesh. Mais enfin, moi, je dis, j'innocente le président de la République. Il n'y était pour rien. Mais quel est ce bison futé parmi les experts qui lui a dit j'écoute Bana, mais c'est-à-dire qu'il écoute les islamistes, qu'il prend la... Non, c'est grossier. Comment on peut... Mais ce gars-là, il aurait dû être viré... parce que le monde arabe a dit, tiens, la France maintenant fait la pub de... Mais c'est dans la ligne de Fabius. Vous voyez, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Quand je disais qu'il y avait deux problèmes, un, c'était l'OTAN, on y est venu. Et l'autre problème, plutôt que parler de guerre de civilisation, c'est une question d'identité. Mais profonde. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, alors il y a eu ce débat sur l'islamo-gauchisme, etc. En fait, est-ce qu'on est capable, et c'est Sarkozy qui voulait faire un débat sur l'identité nationale, qu'est-ce que c'était qu'être français? Il s'en est pris plein la tête pour ça, et c'est un débat qu'on ne veut pas avoir, et qu'on refuse d'avoir parce qu'on est dans un gloubi-boulga, une bouillie intellectuelle, idéologique, où finalement, alors il faut un peu de communautarisme, mais pas trop, il faut de la laïcité, il faut respecter tout le monde, et puis au final, on fait acte de contrition systématiquement. Alors ça a été le cas sur le passé colonial. C'est bien sûr. Chirac l'a fait aussi. Il y a plein de choses qui font qu'on avance, évidemment, mais à un moment, il faut aussi être capable de se défendre. Quand vous utilisez ce mot-là, défendre notre civilisation, défendre notre mode de vie, souvent vous êtes accusé, taxé d'être à l'extrême droite, d'être quelqu'un de potentiellement dangereux, finalement, pour l'équilibre de la nation, du monde. Mais même la nation, c'est un gros mot pour beaucoup de gens. Mais comment c'est possible? La nation, c'est la République. La nation, c'est nous. Les frontières, c'est pas sale. Les frontières, c'est nécessaire pour protéger les populations. C'est nécessaire pour défendre les intérêts nationaux. Or, on a à la tête des États européens, et Macron en est un spécimen exceptionnel, des gens qui sont contre la nation, contre les frontières, contre le principe d'identité, qui préfèrent finalement un monde globalisé où tout le monde ira chez Starbucks, chez McDo, sans savoir finalement d'où il vient, plutôt que défendre une histoire, un territoire et des relations logiques. Aujourd'hui, on va chez les kebabs. Alors, c'est bien aussi les kebabs, c'est très bon les kebabs. Mais dire l'aveuglement idéologique qui a empêché d'avoir ce débat identitaire, qui n'est pas un débat sale, qui est un débat nécessaire, parce que quand vous allez dans les villes françaises, tout le monde sait très bien, oui, il y a des églises partout en France. Bah oui, il y a une histoire catholique, il y a eu des guerres de religion en France, il y a eu des édits, etc. Il y a eu... mais on peut dépasser ça, mais on a besoin de cette histoire pour avancer. On a besoin de se construire par rapport à ça. Or, vous avez des élites qui veulent tout à fait effacer l'histoire et recommencer sur un homme nouveau. Enfin, c'est le côté orwellien de Macron, moi, qui m'inquiète énormément, et qui continue à penser monde ouvert, alors que le Covid, la crise du coronavirus, en plus, fait tout pour finir cette globalisation soi-disant heureuse qui nous conduit au désastre. Et donc, il va falloir compter sur les voisins, il va falloir compter sur la proximité. On ne peut pas continuer, si on est sérieux, d'importer du gaz de schiste par cargo en Allemagne, alors qu'on a un pipeline qui veut nous fournir du gaz russe. Mais on le fait parce que c'est des intérêts géopolitiques, parce qu'on n'a pas le choix. Donc ce monde-là, à mon avis, il est tenu aujourd'hui par quelques élites davosiennes, des gens comme Macron et d'autres, mais qui sont loin de comprendre le retournement qu'il y a eu. Et Trump était un de ces premiers retournements. Il est élu par ce discours-là, Make America Great Again, il va, c'est le premier qui se salit les mains, qui va face aux Chinois en disant c'est fini, on va pas continuer comme ça. Et vous avez cette cassure sur le souverainisme, sur le retour de la nation, des frontières aujourd'hui, qui aussi est dans toutes les politiques et les pays européens. Et ne pas le voir, c'est un aveuglement grave. Et dans la lutte contre le terrorisme, cet aspect-là est clé aussi, c'est-à-dire qu'on ne défend pas seulement les personnes sur le territoire, on défend un mode de vie.
On défend ce que c'est que la France et aussi une certaine Europe. Et ça, ça a été volontairement effacé, oublié. C'est quelque chose que des gens comme Angela Merkel ou Emmanuel Macron ne veulent surtout pas aborder. Merci. Nous avons quelques questions sur les réseaux sociaux. Effectivement, vous avez parlé des voisins. Donc l'Europe, c'est le grand voisinage. La Grèce pourra-t-elle se tourner vers la Russie pour protéger ses eaux territoriales face à l'impérialisme d'Erdogan? Du coup, quels sont les vrais enjeux géopolitiques de l'Europe et de la Turquie en même temps? Si vous lisez, vous voyez là, oui, reviendra vers Vienne. Si vous lisez la vie de cet Erdogan, comment il a évolué, c'est exactement ce que décrivent les frères musulmans dans leur projet d'islamisation du monde. Cette histoire, ce n'est pas simplement une histoire de gaz ou de pétrole dans les eaux territoriales. Il le dit. Il rêve d'un empire ottoman. Il veut la Bulgarie. Il commence, comme Hitler, à annexer. Prenez la guerre en 2 mots avec l'Arménie. Là, il est l'ami de l'Azerbaïdjan. Mais il va bouffer l'Azerbaïdjan bientôt. Pourquoi? Mais les Azéris sont des chiites. Le sultan Selim Ier, en revenant du Caire, il a massacré un demi-million de chiites sur sa route. Tous les grands gradés de l'armée turque chiite ont tous été licenciés, limogés. C'est un État sunnite, frères musulmans. Les mercenaires de Syrie djihadistes qu'il tient au chaud à Idlib, avec la bénédiction de l'Occident, sont les nouveaux janissaires. Ce fer de lance de l'armée turque, il les envoie partout. Bientôt, ils débarqueront ici. On est infiltré de réseaux. Vous voyez? Il y a des années qu'on enseigne les cellules dormantes, comment ça fonctionne, Et apparemment, quand on voit l'évolution sous les socialistes, on n'a pas eu vraiment, si vous voulez, de plan pour contrer cela. Pas du tout. Et là, je crains qu'il ne soit trop tard. Je souhaite bonne chance. Je vois mon ami Alain Marceau qui hoche de la tête. Mais c'est vrai, on est vraiment dans une situation. Alors, cette question est bonne. Un jour, oui, je vous donne un autre exemple d'Irak. Jusqu'à maintenant, soi-disant, les Américains vont vendre des F-16 à l'Irak. Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme F-16? Là, Macron peut intervenir. Il peut vendre aux Irakiens pour la bonne cause nos bons canons de longue distance à grande portée pour contrer les Turcs. Macron peut terrasser Erdogan sur tous les fronts en ouvrant des canaux avec les Russes à Idlib. On dit qu'on massacre les civils. Très bien, occidentaux, intervenez et ne massacrez pas les civils. Essayez de... Alors c'est là, permettez-moi, je ne peux pas faire passer ça sur Le Drian, qui dit, vous comprenez, si on attaque Idlib, ça va les dispatcher. Alors nous, Syriens, on doit garder 70 000 sur nos territoires occupés par les Turcs pour que M. Le Drian puisse faire des déclarations comme ça. Non, je l'ai dit une fois à LCI. Le Drian, si vous aimez tant ces gens-là, prenez-les chez vous, en Bretagne. Qu'attendez-vous, monsieur Le Drian? Soyons francs. On ne peut pas continuer. Il faut contrer Erdogan. Et la France a tous les moyens de le faire. Alors, si justement la France n'aide pas l'Irak, n'aide pas les Grecs, je suis sûr que Poutine, l'oncle Poutine, interviendra. Et j'espère ne pas me tromper. Voilà. C'est justement pour répondre à M. Marceau tout à l'heure, vous avez dit pourquoi les sanctions ont été prolongées. J'ai regardé justement, juste avant notre rencontre, sur le site de l'ambassade de France en Russie, c'était écrit que les sanctions sont prolongées.
Et les raisons principales, c'est l'annexion. L'une des raisons principales, c'est l'annexion de la Crimée. Oui. Donc c'est ça, en fait. Et comme la Crimée est considérée comme russe, donc on peut imaginer que les sanctions sont prolongées encore longtemps. Ça, c'est justement une remarque exactement. Là, on a fait le tour, je pense, de toutes les questions. La politique américaine, c'est vraiment un grand sujet pour un débat à venir. Les sanctions aussi. Finalement, je vous trouve très pessimistes, tous. Vous êtes pessimistes, en fait. Moi, j'ai honte d'être aussi pessimiste. J'ai honte d'être aussi pessimiste. Je me dis des fois que je suis en 1940, que nous vivons une France de 1940, avec ses collaborateurs, avec ses pétinistes, etc., qui est sans doute prête à se soumettre. Je ne sais pas encore où est l'esprit de résistance. Il faut espérer qu'il va naître, que un De Gaulle ou des De Gaulle ou des Jean Moulin vont surgir prochainement, vont nous permettre effectivement de réagir par rapport à ce qui se passe en termes de refus d'affrontement du terrorisme islamique qui est en train de prendre pied et de s'installer durablement dans notre pays. Quelles que soient les remarques que l'on puisse faire, même si on peut être optimiste, on peut considérer qu'aujourd'hui, cet islamisme militant, guerrier, est une religion de conquête qui a pour objet de s'installer dans notre pays et de mettre en place un système de remplacement, même si je sais que le terme choque. Peu importe, j'y tiens. Seulement, à la différence de 1940 et de cette collaboration et de ce pétinisme ambiant qui règne dans notre pays, je ne suis pas certain que nous aurons le soutien des Américains à Omaha Beach ou de l'Union soviétique à Stalingrad et ailleurs, ce qui veut dire qu'on va être sans doute bien seul. Et je le regrette. Il y a une résistance aujourd'hui, c'est ce que je parlais sur le retour des fractures dans la politique intérieure, sur le souverainisme ou pas, la question sur à quoi sert l'Europe aujourd'hui, notamment sur la protection, la lutte antiterroriste bien sûr, mais la protection des intérêts européens, nationaux. Est-ce qu'on peut avoir une politique qui fasse et les intérêts de la France et les intérêts de l'Allemagne en même temps? Ça mérite d'être posé comme question. Mais ce qui est grave, c'est auprès des élites, effectivement, ce sentiment de défaite ou cette peur de l'affrontement systématique, cette peur de mal faire, alors que dans le Covid, ça ne leur pose aucun problème de supprimer toutes les libertés en un claquement de doigts, d'être extrêmement autoritaire dans la gestion sanitaire de cette crise dont on ne comprend rien. Mais quand il est question de prendre des décisions rapides, fortes, coordonnées dans la lutte contre le terrorisme ou bien en termes de géopolitique, de réalignement, on voit bien partout la France subit des défaites. Au Mali, en Libye, en Syrie, etc. Les territoires d'OPEC, ce sont des territoires de défaite. Et je pense qu'au sein de l'armée, ça commence à se poser beaucoup de questions sur le rôle du politique dans l'importance de ces défaites. Donc oui, je pense qu'il y a, si ce n'est une résistance, au moins un moment de tension et de questionnement sur ces politiques qui arrivent à terme. Vous voyez, pour moi, je dirais que l'ennemi n'est pas la Russie aujourd'hui. Au contraire, c'est un grand allié, il devrait être un grand allié, vu les relations historiques franco-russes. L'ennemi aujourd'hui est celui qui veut recréer l'Empire ottoman, c'est Erdogan. C'est clair. Le talon d'Achille d'Erdogan, c'est le traité de Sèvres. On n'est pas loin de Sèvres ici. Au traité de Sèvres, il y avait des territoires promis aux Kurdes et un État pour les Arméniens. C'est vrai que les Arméniens ont été massacrés, ils ont quitté, mais les Kurdes sont toujours là-bas. Et il y a aussi une minorité arménienne cachée. Les Kurdes sont au nombre de 24 millions. 20 millions de sunnites, 4 millions de chiites. Et à mon sens, il est temps de revoir le traité de Sèvres. Cette Turquie laïque dont tous on est arrivé, on a voulu les mettre dans notre giron européen, c'est des laïcs comme nous. On découvre que non, ils ne pourront jamais être laïcs, c'est clair. Ceux qui sont laïcs en Turquie sont très peu. Et aujourd'hui, je serai le premier, franchement, à défendre Arméniens et Kurdes
et revenir au traité de Sèvres. Alors, je joins les doigts, je croise les doigts, j'espère que Biden va gagner et que cette fois-ci, ce n'est pas par un coup de fil entre Erdogan et Biden qu'à nouveau, Erdogan va conquérir encore, je ne sais plus quel État voisin. Voilà. Donc, je suis optimiste un peu, mais en même temps, je partage, n'est-ce pas, la position de mes deux amis autour de cette table. J'ai des questions qui arrivent. On va en profiter. Ne pensez-vous pas qu'il faille revenir à une stricte doctrine gaullienne dans le domaine de la politique étrangère, relations amicales avec la Russie, remise à Cordoba? Ça, vous avez un petit peu répondu, je pense, à la question. Et pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, revenir aux fondamentaux de Jacques Foccart, Bruxelles, Berlin, Ankara, combien de gifles nucléaires? Tout est là sur la doctrine qu'il faut mettre à jour, évidemment. Mais encore une fois, les Européens ne veulent pas déclarer la guerre à Erdogan parce qu'ils sont en position de faiblesse, notamment par rapport à cette épée de Damoclès qui est l'ouverture des frontières. Disons, à partir du moment où vous commencez à faire valoir vos intérêts, moi je vais vous faire comprendre que vous allez devoir gérer ce problème-là. Et ça, les Européens ne sont pas du tout prêts parce qu'effectivement, derrière, vous avez plein de Le Drian qui préfèrent avoir des discours, qui veulent surtout pas compliquer la donne, qui veulent faire croire qu'ils agissent, mais qui, en parallèle, vont financer le régime d'Erdogan parce que s'affronter sur ce terrain-là, c'est ouvrir les vannes à la crise, à une grande crise migratoire qu'on essaye de passer sous le manteau. Avec de petits moyens, que ce soit Frontex et autres. Donc aujourd'hui, non. Et puis, pas d'alignement, on en parlait tout à l'heure. L'Allemagne qui ne veut surtout pas ça. L'Allemagne, effectivement, de par l'importance de la communauté turque, de par l'importance aussi de l'immigration au sein du pays, compte tenu de la démographie faiblissante, est complètement coincée. C'est un pays qui est coincé et qui dépend totalement du bon vouloir du sultan d'Ankara. Donc, tant qu'on aura ces deux problèmes-là, ils ne sont pas prêts d'être résolus, c'est générationnel, la Turquie est en position de force. Donc, moi, je suis plutôt pessimiste. Les sous-marins turcs sont de fabrication allemande. Ouais, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Dans les semaines qui viennent, il y a plein de choses à faire ensemble et j'espère qu'on va se retrouver tous, pas seulement en direct, mais dans cette salle avec les gens, avec notre public, avec les membres pour pouvoir partager, pour pouvoir parler des relations franco-russes ouvertement. Merci beaucoup. Donc on tient, je souligne qu'on tient aux relations fortes et solides et stratégique entre la France et la Russie. Et j'espère qu'on va garder l'optimisme de M. Marceau pour pouvoir surmonter toutes les difficultés. Merci beaucoup. Merci.